Bonjour. Bien écoutez, après l'intervention de Stéphane Mantzulescu, je crois qu'on est parfaitement complémentaires parce que moi je vais plutôt vous parler de deux structures un peu hors normes et assez exceptionnelles. Je dirais qu'après l'éloge de quelque chose qui sont des cas qu'on a l'habitude de rencontrer, mais qui à chaque fois finalement demandent beaucoup de soins parce que pour en faire le moins possible et avec le maximum de respect, là nous étions confrontés à des sortes d'ovnis, des unicats en fait dans les technologies, parce que ce sont des bâtiments qui ont été profondément marqués par une conception qui était une conception originale. Alors je commencerai par le château d'eau, en fait, qui est un bâtiment complètement atypique. En fait, sous cette dénomination, le château d'eau participe de la grande composition du château de Versailles, orchestré par Louis XIV et par Mansart, dans la deuxième génération en fait, des constructions de Versailles, puisque le château d'eau a été construit à partir de 1684. Donc ce qu'on appelle le château d'eau, c'est le bâtiment qu'on voit, je ne sais pas si j'ai une flèche. Hop. Attendez. Oui, ça y est. Voilà, c'est ce bâtiment-là, en fait. C'est un bâtiment qui est en fait un réservoir, tout simplement, qui fait partie du système de transit des eaux destinées à alimenter les jardins et donc les fontaines de Versailles. C'est une sorte de vase d'expansion qui permettait de redistribuer les eaux juste avant, en fait, qu'elles n'aillent dans les jardins depuis le grand réservoir de Montboron. Et donc, c'est un dispositif important, en fait, un jalon important du système hydraulique de Versailles. Ce bâtiment a été construit donc par Jules Hardouin Mansart avec une double préoccupation, d'abord fonctionnelle, mais également esthétique, qui fait qu'il a un curieux décalage entre son aspect extérieur et son aspect intérieur. Vous voyez effectivement ici un bâtiment qui semble présenter une ordonnance avec des planchers, où on distingue bien 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, et avec des fenêtres, dont certaines sont murées. Et donc, il semble bien être un bâtiment que je qualifierais d'habitation, quasiment. Et vous voyez que dans la scénographie que l'on voit depuis la place d'Armes, ce bâtiment, en fait, s'apparente, par son ordonnance brique-et-pierre, à l'ensemble de l'architecture du château. Il est d'ailleurs, si l'on prend de plus loin les choses, en quelque sorte, toute proportion gardée, le pendant du très très vaste ensemble qui est situé au sud. Là, nous sommes au nord du château, devant l'aile du nord. L'aile du nord, elle est ici. Voilà. Et d'ailleurs, on voit en arrière-plan l'opéra dont je vous parlerai tout à l'heure. Ce bâtiment est en quelque sorte le pendant architectural, bien que plus petit, du grand commun, donc l'ancien grand carré des offices du château que nous avons restauré récemment. La seule chose qui prête à se poser des questions, c'est la médiocrité de la toiture qui le coiffe. Et on sent effectivement qu'il doit se passer quelque chose. Alors, il faut savoir que la toiture que vous avez sous les yeux ne correspond pas à la toiture d'origine. Et voilà l'explication, en fait, de la disposition originale de ce bâtiment. Cette gravure, en fait, d'Antoine Sébastien, qui a été faite au début du XVIIIe siècle, est publiée dans les grands recueils des gravures du château de Versailles, explique de façon très pédagogique la façon dont est conçu le bâtiment. Et c'est là où vous voyez effectivement une totale dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur, qui se retrouve à la fois en plan et en élévation, puisque vous voyez que les niveaux intérieurs ne correspondent en aucun cas à l'ordonnance extérieure. C'est donc ce qu'on appellerait un renard, c'est-à-dire une fausse façade plaquée autour, plutôt enrobant en fait un dispositif complètement technique qui est constitué de 30 piliers isolés qui portent
un réservoir, ou plutôt, à l'origine, conçu pour 2 réservoirs, un bassin supérieur et un bassin inférieur, qui sont ici, avec donc un dispositif de pierre pour toutes les parties verticales, mais un dispositif de charpente considérable pour tout ce qui est, évidemment, partie horizontale. Ce dispositif était complètement imperceptible de l'extérieur par une grande charpente dont la partie centrale n'entourait pas une cour, mais entourait une sorte d'impluvium. Le réservoir ne se remplissait absolument pas par l'eau de pluie, mais si vous voulez, la partie centrale était laissée libre de ce réservoir. Donc on avait véritablement, avec la toiture à la mansarde, donc en comble brisé, l'apparence d'un bâtiment. La seule chose, c'est qu'il n'y avait qu'une seule lucarne, pratiquement, enfin très peu de lucarnes. Et cette lucarne, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, utilisant un système qui était un système utilisé par la marine. Les volets, en fait, les volets de cette lucarne étaient des volets qui permettaient visuellement, en fait, de renvoyer l'information pour l'ouverture des vannes, en fait, depuis le réservoir de Montboron, qui, lorsqu'on décidait de donner les eaux, en fait, il fallait donc libérer l'eau du réservoir supérieur, donc de collecte, le grand réservoir de Montboron, qui existe encore en partie, puis pour qu'elle arrive jusqu'ici, remplisse donc le réservoir, enfin, qui était déjà rempli en grande partie, mais qui, disons qu'elle puisse renouveler l'eau de ce réservoir, qui à son tour se vidait pour aller vers les grands réservoirs au bout de l'aile du Nord, qui dominent l'Opéra, enfin qui sont sous l'Opéra, et ensuite aller par gravité dans les différents bassins. Donc un système assez complexe qui avait remplacé le système plus modeste que la construction de l'aile du Nord avait fait disparaître, c'est-à-dire le système du réservoir de la grotte de Tétis, qui avait été bâti dans la génération précédente, donc à la fin des années 1660. Donc ce bâtiment était un bâtiment donc, très unique. Il n'y a pas beaucoup, je crois, je ne connais pas tellement d'éléments comparables, enfin, je dirais même que je n'en connais aucun. Il y a juste à Chantilly ce qu'on appelle le pavillon de Manse, qui est la machine des eaux, en fait, élévatrice du système hydraulique des jardins, qui est un petit peu postérieur à celui-ci. Mais évidemment, ce sont des programmes très particuliers, lancés par des commanditaires extrêmement particuliers aussi. Alors ce bâtiment, ce dispositif, était donc repris, vous le voyez ici, donc, comme je vous le disais, par tout un tas de dispositions. Vous avez, donc, on remarque les tuyaux, donc, qui étaient des tuyaux en plomb, qui amenaient l'eau par gravité et ensuite qui la faisaient redescendre. Donc ici, le tuyau d'adduction est trop plein, et ici, le tuyau de redescente. Et ce qui est amusant, c'est qu'ici, on voit finalement même le système de vanne qui est ici. Et puis, donc, ça, c'est la hauteur, en fait, du réservoir supérieur. Et on voit ici qu'en fait, le réservoir inférieur, qu'on voit sur la gravure, n'existe pas. Ce réservoir, semble-t-il, n'a jamais été terminé et n'a jamais été mis en service, ce deuxième réservoir, parce qu'on a dû juger que la capacité était suffisante et que celui-ci n'aurait pas non plus, ça aurait posé des principes en fait de gestion hydraulique un peu complexes. Et donc, on a, il faut imaginer, une charpente en bois qui doit porter un poids absolument extraordinaire, puisqu'il faut porter le poids de l'eau, ce qui est tout à fait incroyable. Et on voit mieux sur ce dessin. Alors nous avons la chance d'avoir, comme tout ce qui touche au bâtiment du roi, des archives absolument extraordinaires, des archives graphiques, et qui montrent bien, en fait, la façon dont ce bâtiment a vécu avec tous les problèmes qu'il a rencontrés. Ce bâtiment a été en quelque sorte expérimental. Il avait été calculé très certainement empiriquement et il n'a pas donné satisfaction, force est de le constater. En fait, très vite, et c'est sans doute pour ça que le réservoir inférieur n'a pas été construit, il y a eu des désordres dus à des tassements différentiels des piles, dont les fondations étaient isolées.
et donc qui, malgré la qualité du terrain, qui n'est pas mauvaise à Versailles, hein, on est sur des sablons de Fontainebleau qui sont assez bien homogènes, on avait sans doute mal calculé les fondations, et donc les piles certaines des piles ont commencé à se dérober, donc entraînant des déformations dans le réservoir. Ça, c'était un premier point de stabilité générale. Le deuxième point, c'est que, évidemment, les problèmes d'étanchéité sur ce type d'ouvrage se sont fait jour très vite. Alors, il faut savoir qu'on avait mis des moyens considérables, puisque ce réservoir n'avait pas été revêtu en plomb, mais il était revêtu en cuivre étamé. C'est-à-dire que c'était comme une grande casserole. Hein, et le cuivre était à l'époque un matériau extraordinairement cher, qu'on avait fait venir exprès, et on avait d'ailleurs, comme c'était un matériau dont on n'avait pas l'habitude en France, puisque traditionnellement on ne couvrait pas en cuivre, on avait tenté au même moment une expérience sur le château lui-même, sur l'aile du nord du château qui était construite au même moment, et on a fait venir des couvreurs suédois pour faire des couvertures expérimentales en cuivre. La couverture expérimentale en cuivre de l'aile du nord n'a pas duré, puisqu'on s'est avéré incapable, dès que les Suédois sont repartis, de l'entretenir. Par contre, les lames de cuivre étamées du réservoir ont perduré, avec évidemment une technologie qui était une technologie d'étanchéité entre les plaques par tasseau, soudure, etc., qui nous échappe un petit peu parce qu'on n'en a aucune représentation, mais qui devait être forcément empirique et qui a provoqué évidemment des fuites assez importantes dans ce réservoir. Alors, on avait bien conscience qu'il fallait résister avec le radier avec un poids d'eau considérable, mais également qu'il fallait résister aux poussées latérales que vous voyez ici, donc sur les parois, et qui devait donc être extraordinairement contreventé. Et c'est un peu à ça que servait en fait le dispositif de l'enveloppe de pierre qui était là, qui avait en fait englobé une galerie de circulation qui était au-dessus. Alors à la fin du XVIIIe siècle, ce réservoir était au bord de la ruine, et donc il y a des projets importants de restauration qui sont formulés en 1779. Ces projets ne verront pas le jour avant la Révolution. Et donc, sous l'Empire, quand Napoléon décide des travaux de restauration du château de Versailles, on s'intéresse au problème de l'eau, parce qu'il faut remettre en état les jardins. Hein. Les jardins sont retournés au marécage après une petite vingtaine d'années de non-entretien. Et donc, il faut remettre en service le château d'eau. Et donc, Famin, l'architecte des eaux et rigoles du domaine, est chargé d'un projet de restauration. Qui vient après une grande période d'abandon et qui constate effectivement un pourrissement. Et Famin, nous avons plusieurs projets de restauration, je vous en fais grâce, décide, et ça on retrouve là des notions d'économie, je veux dire que l'esthétique générale extérieure est abandonnée, en quelque sorte, au profit de quelque chose de plus rationnel. Alors, et Famin étudie plusieurs projets, avec des projets de consolidation, puisqu'il faut à la fois reconstruire les parties hautes, en tout cas restaurer le platelage et les parois du réservoir. Il faut refaire la toiture qui est complètement pourrie, mais il faut également consolider la structure. Et donc Famin étudie plusieurs projets, dont ici un projet qui fait large place au bois, que vous voyez ici. Mais par contre, dans tous les cas de figure, il décide d'abandonner le principe de la grande couverture, qui finalement ne sert à rien d'autre, cette couverture, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à abriter le réservoir, elle ne sert à rien d'autre qu'à donner une silhouette au bâtiment, qui soit une silhouette en harmonie avec le reste de la scénographie du château. Et donc on se contente en fait d'avoir un petit passage et de réduire la couverture au minimum pour abriter la partie qui ne contient pas le réservoir. Donc on a des dessins assez détaillés de tout cela, mais finalement, et en particulier des dessins tout à fait intéressants, parce qu'il y a à la fois les dessins du projet et à la fois le relevé avant travaux. On voit que du point de vue du radier, Famin en fait conserve pratiquement les dispositions de Mansart, et on voit ici, avec ces dessins très détaillés, qui correspondent à ce qu'on a retrouvé sur place, le système
en fait extraordinairement puissant de répartition des charges, avec un double rang de solives croisées, donc ici, qui sont des solives qui ont des sections absolument considérables. Il faut savoir que les poutres maîtresses ici font à peu près 60 par 60, et que les solives que vous avez là font pratiquement 32 par 32, donc elles sont en double épaisseur. Et sur les côtés, il reprend pratiquement le même module que les solives, enfin là elles font à peu près 25, et elles sont assemblées à clin, l'une dans l'autre, et elles sont ancrées dans des jambes de force qui sont bois contre bois. Donc on a une densité de bois absolument considérable dans ce système. Alors on a la chance d'avoir donc des dessins absolument extraordinaires, malheureusement en mauvais état, parce que les archives du service des fontaines sont restées longtemps conservées dans de très mauvaises conditions et n'ont été versées que très récemment aux archives départementales, et donc d'où les lacunes des plans, mais c'est absolument merveilleusement pédagogique, puisque vous voyez ici en particulier les systèmes de solivage qui sont détaillés, vous voyez ensuite le planchage, donc qui sont des planches très épaisses, qui font à peu près 4 cm et demi, 5 cm d'épaisseur, et puis ici le garnissage, et à ce moment-là, on opte par mesure de simplification, non plus pour du cuivre, mais pour du plomb, pour des tables de plomb coulées sur sable qui vont être mises en place. Voilà. Et donc, et vous voyez ici toute la disposition des adductions d'eau et des évacuations ici. Voilà le réservoir après les travaux de Famin, tel que nous l'avons à peu près récupéré, sachant que Famin a opté donc pour un système de consolidation qui n'est pas un système de consolidation structurelle, qui est un système en maçonnerie, puisqu'en fait Famin va reconstruire certaines piles, les reprendre en sous-œuvre et relier les piles anciennes entre elles, sauf les 2 piles centrales qui vont rester former une sorte d'atrium, par des murs en fait, qui vont permettre que l'ensemble du bâtiment, si vous voulez, se tasse en même temps, c'est-à-dire de gérer les tassements différentiels. Et donc, il construit ces murs écrans qui sont élégis de quelques baies. Et il laisse, et ça c'est tout à fait intéressant, les vestiges du réservoir inférieur, ici en place, et ça permet de voir les travaux de Famin par rapport aux éléments authentiques. Et puis on a ici le bardage de la petite galerie, si vous voulez, qui donne cette toiture que nous connaissons aujourd'hui, tout à fait minable. Ce bâtiment est resté dans un état de semi-abandon il y a pendant de nombreuses années. Et il faut savoir que le bâtiment, depuis l'origine, a été utilisé très vite par le service des fontaines, pour des ateliers. On y a soudé le plomb et traité le plomb des conduites depuis le XVIIe siècle. Et il a également il a servi de magasin pour les bâtiments du roi, et en fait essentiellement un magasin des plombs, justement. Donc lorsque nous avons repris ce bâtiment qui avait été assez endommagé, qui abrite toujours le service des fontaines et qui depuis bien longtemps n'abrite plus de réservoir, puisqu'en fait le réservoir a été remis en eau de façon éphémère sous l'Empire, et il a été pratiquement immédiatement, à partir de Louis-Philippe, abandonné, parce qu'il posait vraiment quand même beaucoup de problèmes. Et donc il a été shunté, si vous voulez, dans le fonctionnement. Seules les vannes ont été conservées en partie basse pour pouvoir diriger les eaux. Et donc, on a abandonné le dispositif. Donc, c'est une sorte de bras mort, si vous voulez, de l'histoire hydraulique de Versailles. Mais, par contre, le bâtiment avait un clos et un couvert, il présentait un volume capable important, et ce volume capable a été plus ou moins exploité pour faire du stockage. Ce bâtiment était en très mauvais état. Le fond du réservoir avait été transformé par une toiture en chède, qui elle-même était tellement pourrie que depuis 20 ans, elle était sous un parapluie provisoire. Et donc, à l'occasion des travaux du schéma directeur de Versailles, s'est posé la question en fait du traitement climatique. Et on a cherché des solutions
pour assumer la partie refroidissement, en fait, du traitement climatique. Et donc, après avoir essayé de tester des refroidissements par eau, on s'était dit qu'en utilisant en particulier la pièce d'eau des Suisses, on aurait pu avoir une capacité suffisante, mais malheureusement, les risques d'eutrophisation et donc des eaux ont fait que le risque écologique a paru trop grand, et on a dû être plus classique, je dirais, et trouver des tours aéro-réfrigérantes. Et ce bâtiment, dans sa disposition, j'ai donc proposé à ce qu'il devienne en fait le support de ces tours aéro-réfrigérantes qui reprennent en fait la place du réservoir. Et donc on a un projet en ce moment qui conduit à la restauration de ce bâtiment. En fait, l'intérêt, et je rejoins en ça ce que vous expliquait Stéphane Mansulescu, le but est de ne pas transformer le bâtiment. La seule transformation va être en tout et pour tout de mettre à la place de l'eau là-haut, de mettre effectivement des équipements techniques qui sont parfaitement réversibles et qui pourront un jour même disparaître. Mais grâce à ça, on va pouvoir restaurer le bâtiment, rétablir sa silhouette et restaurer complètement tous ces éléments de vestige. C'est un bâtiment absolument extraordinaire. Donc vous voyez ici quelques éléments. Les travaux sont en cours. Avec beaucoup de complexité, parce que ce bâtiment est gorgé de plomb, et il nous est arrivé une mésaventure. Le bâtiment a été déplombé avant les travaux, donc on a fait une campagne de déplombage par aspiration microfiltrée, qui était extrêmement respectueuse de tous les parements, qui s'est avérée être un succès. Donc on était particulièrement fiers de nous d'avoir préparé, si vous voulez, le terrain, sans avoir endommagé, parce que j'ai vu les premières campagnes de déplombage sur d'autres bâtiments du château, à côté du château qu'on ne maîtrisait pas. C'était ponçage des parements, arrachage de tout, et des méthodes destructrices absolument dramatiques. On avait ici adopté des méthodes douces qui s'avéraient, après test, extrêmement fructueuses. Malheureusement, une chose nous avait échappé, c'est que les bois anciens qui avaient été affectés par du pourrissement, en fait, étaient gorgés de plomb à cœur. Et donc, et ça j'avoue qu'on ne l'avait pas anticipé à ce point. Et donc, dès qu'on a commencé à faire les travaux de restauration sur les parties anciennes de la charpente, eh bien, on a libéré du plomb et les bâtiments s'est retrouvé entièrement recontaminés. D'où l'obligation de travailler en secteur plombé alors qu'on devait travailler en secteur déplombé. Vous avez ici, vous voyez, tous les bois anciens. C'est un bâtiment quand même qui, depuis sa grande restauration en 1811, a été pratiquement laissé à l'abandon. Alors évidemment, vous voyez ici des auréoles. Alors je rassure tout de suite, ce n'est pas ce que nous a présenté Faisal Bousta. Ça, c'est uniquement des auréoles de taches d'humidité anciennes. Il n'y a pas de développement fongique dramatique. Et donc, ce n'est pas de la mérule, ce n'est pas de la pourriture ni blanche, ni noire, ni tout ce que vous voulez. Donc, et les bois, de ce point de vue-là, sont souvent assez sains. Il ne faut pas du tout s'y fier. Et donc, on a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Alors, par contre, évidemment, des parties qui sont un peu plus empiriques que vous voyez là, l'objectif étant de geler le bâtiment dans ce qu'il avait. Alors voilà les parties de charpente reprises au XIXe siècle, ici, et donc les travaux en cours. Alors le problème, c'est que voilà le système, donc voilà le platelage, après enlèvement des toitures modernes qui avaient été faites, on est sous parapluie ici, voilà comment se présente l'aire du grand réservoir, qui est quand même, c'est un bâtiment considérable. Ici, on a 40 mètres de long par 25 mètres de large. Donc, c'est pas négligeable du tout comme plateau. Et donc, il ne reste plus du platelage que la partie du premier solivage inférieur, le deuxième solivage ayant été en grande partie enlevé. Il n'en reste plus que quelques solives que vous voyez ici. Et vous voyez le système. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des systèmes en plus, vous voyez, de blocage des solives ici, avec des papillons, en fait, qui sont entre les solives affrontées. Vous le devinez ici. Alors, par contre, la mauvaise surprise, évidemment, c'est quand on a eu enlevé le bardage latéral, les côtés qui sont faits entièrement en bois, donc, comme je vous ai montré sur la coupe, se sont avérés, eux, attaqués anciennement par de la pourriture et donc avec des parties qui étaient complètement pulvérulentes. Et un des problèmes
était de retravailler dans une atmosphère plombée. Donc les gens travaillent en scaphandre à l'intérieur de ça. C'est quand même extrêmement compliqué, très pénible. On a même du mal à trouver des compagnons qui veuillent bien travailler là-dessus, dans ces conditions. Et donc d'essayer comment faire pour limiter au maximum les remplacements de bois. Et on a adopté, donc vous voyez ici des éléments ici de parties endommagées. Alors évidemment, quand les bois n'ont plus du tout enfin, sont complètement pourris, il faut les changer. Il faut les changer dans ces conditions complexes. Alors, vous voyez en plus, parce que les bois anciens sont, et pour la continuité de l'ensemble, c'est très bien fait pour être très solide. Donc d'abord, ils sont tous pratiquement boulonnés. Et ensuite, il y a des traits de Jupiter entre eux. Vous le voyez ici, un trait de Jupiter. Donc, c'est une structure qui est complètement homogène. Donc, enlever des bois, ça revient. C'est exactement comme si on traitait un plancher. Sauf qu'aujourd'hui, cette structure très lourde n'a plus de raison d'être. Elle ne porte presque plus rien. Et surtout, comme on ne remettra pas d'eau, si vous voulez, on ne lui demande plus d'avoir une performance aux poussées latérales. Et donc, c'est là où on a travaillé avec le LRMH et avec Emmanuel Morin sur la capacité qu'on avait, sur des bois qui étaient en partie abîmés, de les bloquer, en fait, c'est-à-dire, et donc on a finalement opté pour un traitement de surface qui gèle et qui empêche la diffusion, qui encapsule le plomb, en quelque sorte. On ne retrouvera pas une résistance mécanique, et par un traitement de résine époxy en phase fluide, qui ensuite polymérise et qui bloque complètement, si vous voulez, sur les parties pourries du bois qui sont donc attaquées par enfin, polluées au plomb, permettent de limiter les remplacements de bois. Et à peu près, si vous voulez, si on était en reprise classique, on aurait dû changer 2 fois plus de bois qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc c'est un processus qui est expérimental aujourd'hui, mais qui nous a demandé de convaincre beaucoup et le maître d'ouvrage et pour avoir des sortes de garanties, mais qui s'applique ici à quelque chose qui permet aussi de renforcer l'authenticité de l'ouvrage. Parce que voilà, ça c'est une partie par contre on doit changer. Vous voyez un peu l'ampleur. En fait, on est dans une... C'est la cabane en rondin. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de considérable. Un ouvrage on est en densité de bois de façon incroyable. Tout ça, c'est du chêne. Donc, c'est extrêmement ouvrageux et très pénible de travailler dans ces conditions. Donc, et en même temps, c'est très traumatisant finalement de changer les bois. Donc voilà ici des bois qu'on a purgés et qui vont être maintenus, si vous voulez, par le dispositif justement d'encapsulement et de traitement à la résine. Voilà. Donc voilà après donc certaines parties. Donc on fait les choses puisque il va y avoir à nouveau un bardage devant ces parties-là. Et le dispositif en fait que nous avons choisi de mettre en œuvre sur ce bâtiment conduit, et c'est passé en Commission nationale des monuments historiques, donc nous rétablissons en fait la toiture, le profil de la toiture ancienne par une structure neuve qui est en porte-à-faux et qui permet de conserver la structure de Famin qui va être rhabillée. C'est-à-dire qu'elle va être gardée à l'intérieur à titre de témoin archéologique, elle ne sera plus visible de l'extérieur et on ne détruit rien. C'est-à-dire qu'on rajoute un élément et donc cet élément-là ne sera pas... Je n'ai pas mis les planches de tout le projet, mais on a ici maintenant un auvent en porte-à-faux. Donc on va regagner, si vous voulez, la composition extérieure, mais on aura gardé toute l'authenticité intérieure du 19e siècle par rapport à notre séquence. Donc on ne va pas détruire l'évolution du bâtiment. Voilà. Et cet élément, on ne le fait pas uniquement pour la beauté du geste, c'est tout simplement parce que cet élément est nécessaire. La hauteur de l'ancienne toiture nous est nécessaire pour cacher les machines et pour servir d'écran acoustique. Et donc, du coup, c'est le rétablissement des dispositions anciennes qui permet de gérer, en fait, comment dirais-je, des besoins qui sont des besoins modernes. Et c'est aussi, je dirais, l'installation de ces éléments-là
qui permet de sauver le château d'eau dans le cadre du schéma directeur. Sinon, je pense que ce bâtiment aurait continué de se dégrader pendant encore très très longtemps. Alors voilà pour le château d'eau dont je voulais vous parler, qui est quand même un endroit absolument étonnant. Alors, deuxième élément qui est tout à fait particulier dans l'usage du bois, c'est l'Opéra Royal du château de Versailles. Alors, l'Opéra Royal du château de Versailles, c'est un bâtiment que tout le monde connaît, qui est aujourd'hui, il y a peu d'exemples de ce type, tout simplement pourquoi ? Parce que ce bâtiment, qui est un grand théâtre du XVIIIe siècle, comme il en a existé un certain nombre, je veux dire, est un des rares, pratiquement, je pense, le seul de cette ampleur, avec le grand théâtre de Bordeaux de Victor Louis, qui lui est pratiquement contemporain, à ne pas avoir brûlé, puisque tous les théâtres, pratiquement, à un moment ou à un autre, ont brûlé, et donc ont perdu, évidemment, leurs charpentes anciennes. L'Odéon, la Comédie Française, etc., à Paris, qui étaient théâtres contemporains de ça, ont totalement brûlé. Et donc, c'est la chance extraordinaire de cet Opéra Royal de Versailles de n'avoir pas brûlé. Et il n'a pas brûlé, en fait, parce qu'il a très peu servi. Depuis que nous l'avons restauré il y a une dizaine d'années, il a servi 50 fois plus qu'il n'avait servi avant, puisqu'on a aujourd'hui 40 représentations par an, et depuis sa construction, il n'avait connu que 40 représentations. Donc c'est un point différent. Alors, il y a un usage du bois intensif et massif dans ce bâtiment qui est tout à fait extraordinaire. Cet usage du bois, en fait, il est en grande partie masqué. Une fois de plus, ça rejoint ce que disait Jacques Moulin en introduction, c'est que le bois ne se montre pas. Le bois va être technique et le bois va être ici au secours en particulier de l'acoustique. Toute la salle que vous avez sous les yeux ici est intégralement construite en bois. Elle n'a aucun rôle. Les grandes colonnes que vous avez ici n'ont pas de rôle porteur. Elles sont creuses. Cette salle est un violon. C'est-à-dire qu'elle est entièrement conçue comme une caisse de résonance qui est destinée à favoriser l'acoustique. Et tout est peint en faux marbre et doré. Et le tout est d'autant plus dissimulé que, par crainte des incendies, Gabriel a créé ce théâtre avec une qualité d'exécution magnifique, et qu'en particulier, tous les extérieurs et toutes les parties de circulation du public sont intégralement en pierre, avec non seulement, évidemment, des murs en pierre, mais également des voûtes plates en pierre, pour que toutes les circulations soient à l'abri des incendies, pour que, justement, on puisse évacuer le public en toute sécurité. C'est-à-dire, dès qu'on sort de la salle, il n'y a plus un morceau de bois, à part les portes. Évidemment, ça, on ne savait pas faire de porte en pierre. Et donc, extérieurement, vous avez une architecture de pierre de taille, et quand vous regardez le plan ici, tout le reste, ici, tous ces fers à cheval, ici, c'est intégralement en pierre. Il n'y a aucun morceau de bois constructif, alors que intérieurement, ici, tout est en bois. Alors, vous ne le voyez pas sur ce plan. Et puis, le troisième, l'élément supplémentaire, ensuite, dont on va parler, c'est la cage de scène. Et puis, évidemment, il y a la charpente, avec toute la problématique que l'on a à cette époque, qui est comment faire des charpentes qui soient bien contreventées et surtout qui puissent franchir des portées considérables. Puisque ici, au château de Versailles, la cage de scène a une ouverture de 12 mètres qui est considérable. Il faut savoir que ce théâtre de cour était le plus grand, avait à l'époque la plus grande scène en fait, qu'il y ait à Paris. C'est-à-dire il avait une scène qui dépassait en fait celle de l'Opéra de Paris de l'époque. Donc on est dans un grand théâtre, contrairement au théâtre de cour, si vous voulez, on est là dans un grand théâtre qui pouvait contenir à l'époque jusqu'à 1300 places. Aujourd'hui, il en contient 700 pour des raisons de sécurité, enfin en fait 650 pour des raisons de sécurité. Et on a la chance d'avoir une très belle documentation et vous avez ici en particulier le système très qualitatif et très astucieux de la double
vous voyez, de ce système de poutres très moderne, composé, qui a été utilisé, qui est encore en place, en fait, dans la charpente actuelle de l'Opéra. Et là, on est juste au droit du mur de scène. Voilà, je passe rapidement. Et on voit bien sur ces plans, si vous voulez justement, la dichotomie entre l'architecture de pierre, ici, et, vous voyez, tout devient tout fin, ici, tout ça est en bois, ce sont toutes les loges, tous les éléments, en fait, de la salle. Et puis, vous voyez également l'énorme disproportion. Il y a 13 plans en profondeur, hein, c'est considérable. La profondeur de scène est absolument énorme. La salle paraît toute petite à côté, ici, et qui est portée, ici, sur les côtés, par deux immenses arches de pierre, ici, avec, en plus, une disposition incroyable. Il y a 35 mètres de hauteur, en fait, sur la totalité de la cage de scène, parce qu'il y a 5 niveaux de dessous pour faire des effets. Et donc, alors je passe rapidement. Et voilà la coupe tout à fait spectaculaire, c'est celle du XIXe siècle de Frédéric Neveu, où vous comprenez mieux la sophistication du dispositif. Dans l'enveloppe de pierre qui est ici, on a vraiment aménagé un immense volume capable, donc vous voyez que la salle que tout le monde voit n'est qu'une toute petite partie. Hein, et pourtant, elle paraît grande et majestueuse. Vous voyez qu'elle est entièrement en bois, y compris toutes ses voussures, que tout a été conçu donc en atelier, et que tout est assemblé en fait comme un grand décor de théâtre, avec des clavettes pratiquement partout, tout ce système. Et ce qui est donc extraordinaire, c'est la cage de scène, avec ses 5 niveaux de dessous que vous voyez ici, qui existent encore, et un dispositif, alors là, beaucoup plus rare, et qui existe encore en partie, qui n'est plus fonctionnel. Ce dispositif, en fait, c'est la polyvalence de la salle de l'Opéra Royal. En fait, tout ce que vous avez ici sous les yeux en coupe, sous le parterre, ici et sous l'amphithéâtre, est mobile. C'est-à-dire qu'ici, il y a des criques qui permettaient de monter, en fait, le plancher du parterre au niveau, ici, de la scène. On couvrait par des tréteaux la fosse d'orchestre. Au passage, vous constatez que la fosse d'orchestre a une forme extraordinaire. En fait, il y a sous la fosse d'orchestre une voûte en pierre inversée qu'on appelle un résonateur, dont le plancher est un diaphragme, ici, et qui permet de renvoyer le son de l'orchestre pour justement baigner la salle. Donc, l'acoustique de l'Opéra Royal est aujourd'hui d'ailleurs une merveille absolument extraordinaire que nous avons rétablie parce que vous voyez que le complexe Alcène est évidemment intégré. Et un des gros enjeux qu'on a eu lors de la restauration, l'Opéra Royal avait été transformé, enfin abîmé au XIXe siècle. Il servait très très peu. Il a servi de salle des séances du Sénat à partir de 1870, quand le gouvernement, avec la Commune de Paris, s'est replié à Versailles. Le Sénat a siégé pendant une petite dizaine d'années. Il n'est revenu à Paris qu'en 1879. La salle avait été modifiée, et en particulier, les sénateurs n'avaient rien trouvé de mieux, enfin plutôt leur architecte, que d'essayer d'améliorer l'éclairage naturel de la salle, qui n'en avait aucun, et donc de remplacer la toile peinte ici par une verrière qui avait été disposée en sciant une partie de la charpente, et l'architecte avait complètement omis de penser qu'il avait appuyé toute sa verrière sur une structure qu'il croyait forte, qui est en fait une structure qui ne peut rien porter. Donc, dans les années 50, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, l'opéra était étayé et menaçait de s'effondrer parce que, en fait, le poids de la verrière métallique avait entraîné un affaissement de 20 cm au niveau des chapiteaux des colonnes, ici. Donc, il appartiendra à mon prédécesseur André Japy, de 1952 à 1957, de restaurer entièrement cette partie, enfin l'ensemble de l'Opéra Royal, pour le remettre en service, et qui sera inauguré en 1957 par la reine d'Angleterre et le président Coty. Et donc, par contre, malheureusement, on va créer à ce moment-là un mur coupe-feu en béton dans les dessous et un rideau de fer. Et le grand enjeu qui avait abîmé, donc le proscenium avait été bétonné, et donc le grand enjeu que nous avons eu lors de la restauration, c'est de revenir sur ces transformations malheureuses. Et donc, on a réussi à obtenir, au nom de la polyvalence de la salle, si vous voulez, de passer dans une réglementation de complexe salle-scène intégrée, ce qui existe maintenant
pour des salles polyvalentes. Et donc, alors que c'est un théâtre à l'italienne et que le théâtre à l'italienne, les pompiers n'admettent jamais ce genre de choses. Et donc, on a pu démolir la totalité des éléments et rétablir la continuité, ici, de ces parties. Alors ça, c'est des travaux qui avaient été menés dans les années 50 sur les charpentes, qui ont été un peu trop consolidés avec des éléments métalliques, mais qui sont encore en place, qui est malheureusement beaucoup de pièces cassées, tout simplement parce que c'était le poids des verrières. Vous voyez, ça, c'est la verrière extérieure et la verrière inférieure qui étaient là. Voilà. Ça, c'est la découverte dans les années 50, en fait, justement, de tous les dispositifs de l'amphithéâtre et du parterre, avec les criques. Et vous voyez ici le résonateur sous la fosse d'orchestre. Et ça... Donc le travail de la cage de scène, les cintres ont malheureusement été refaits dans les années 50 et les dessous ont été abandonnés. Tout ça parce qu'on a abandonné les principes de décor qui étaient ceux dont nous disposons encore. D'ailleurs, on a retrouvé, il n'y a pas très longtemps en réserve, tous les décors de l'inauguration du musée en 1837 faits par Cicéry pour Louis-Philippe, que vous avez ici. C'est le plus grand ensemble de décors peints du 19e siècle qui existe encore en France. Et les dessous ont été gelés et n'ont plus bougé. On a pu les restaurer. Ils ne sont plus fonctionnels pour le moment parce qu'on n'a pas eu les moyens de rétablir cette machinerie, mais tout est là et le projet a été fait de telle façon à ce qu'il puisse à nouveau un jour être fonctionnel. Alors on voit le système, donc ce sont des longs bois de chêne avec les rues et les fausses rues et qui sont parfaitement en place. Certains bois font 15 mètres de long et voilà la disposition absolument extraordinaire et féerique de ce dispositif en dessous où on a fait le minimum de travaux en fait en assurant juste des vérifications d'assemblage et surtout un travail le plus compliqué ça a été de convaincre les pompiers. Et pour cela, on a, en leur forçant la main, joué sur la carte de la prévention. Et en particulier, donc, il a été installé dans cet ensemble un système de brumisation pour l'extinction automatique. Donc pas des sprinklers, hein, qui auraient été absolument destructifs, mais un système qu'on emploie beaucoup dans les pays nordiques. Hein, c'est de la brumisation, c'est-à-dire on a des têtes qui peuvent projeter un brouillard d'eau qui éteint l'incendie. Et donc ça, c'est un système qui est malheureusement très peu répandu en France, que les pompiers détestent parce qu'ils n'en ont pas l'habitude, mais qui est un excellent système pour justement la prévention et la protection du patrimoine et qui devrait être bien mieux répandu. Et donc, il faut l'espérer. Voilà les éléments. Donc c'est un ensemble technique tout à fait extraordinaire, parce qu'en plus, c'est un ensemble qui est fait pour bouger. C'est-à-dire que vous avez ici des clavettes avec des éléments qui peuvent être enlevés en fonction des décors. Et donc, on a véritablement là une structure dynamique. Et voilà, on s'est contenté de reprendre les parties manquantes, ici exactement avec les mêmes techniques. Et donc, on a ici une parfaite cohérence de ce dispositif. On n'a même pas voulu enlever, si vous voulez, pour ne pas risquer de traumatiser les surfaces. Dans les années 30, donc juste avant la Seconde Guerre mondiale, la défense passive, on a passé de la peinture intumescente donc sur les bois et cette peinture qui s'écaille a été laissée, donc c'est pas du tout de la peinture au plomb, elle fait partie de l'histoire du bâtiment. Et vous voyez également ici donc tous les dessous de la salle en bois également qui sont complètement conservés en place dans des parties, et ici les dessus, donc une structure bois qui est aujourd'hui fonctionnelle et qui n'a pas finalement bougé et qui continue d'aborder, j'espère, les siècles en étant tout à fait complètement reprise et qui assure sa stabilité. On s'est battu également pour obtenir que la charpente ne soit pas encoffrée, puisqu'il y a des reprises métalliques, et là on a eu une dérogation de ce point de vue. On n'a pas enlevé les flasques métalliques qui nous auraient posé trop de problèmes. Mais bon, le plus gros, et je rejoins là mon confrère Stéphane Manciulescu, la plus grosse difficulté, en fait, c'est de lutter contre l'adaptation aux normes, qui est pour nous un vrai cauchemar. Donc voilà des exemples qui sont aujourd'hui invisibles du public, bien entendu, parce que ça, on ne le montre guère, sauf un peu les dessous, où j'ai obtenu à ce qu'il y ait quelques visites. Mais il y a encore bien des choses, et par exemple ici, je ne vous en parle pas, Dieu merci, le comble de la chapelle royale, qui est un comble absolument merveilleux qu'on est en train de restaurer. Voilà, je vous remercie.
Voilà, je remercie les organisateurs. Je vais discuter maintenant d'architecture qu'on qualifie parfois un petit peu avec dédain d'architecture mineure ou de bâtis courants ou secondaires, des maisons à pans de bois, donc de l'architecture civile. Et c'est un retour d'expérience que je vous propose de travaux débutés dans le cadre d'exercices universitaires et puis prolongés dans le cadre d'une activité professionnelle depuis 15 ans maintenant, au sein d'un service archéologique municipal, donc les pans de bois de la ville d'Orléans, et les apports de l'archéologie du bâti à la connaissance de ce type d'architecture et comme appui au choix de restauration. Alors, je vais vous présenter également les résultats de les principaux résultats de historique de cette analyse, avec une mise en perspective au niveau régional et national concernant les pans de bois. Voilà. Alors, pour débuter, si Viollet-le-Duc ne représente aucun pan de bois de la ville d'Orléans, en revanche, il en mentionne quelques spécificités, et d'autres précurseurs du XIXe siècle, comme ici Verdier-Catois, vont s'attacher à représenter certaines de ces façades, évidemment très importantes de par la présence du décor. Vous voyez ici une maison qui a disparu, et d'autres auteurs, artistes romantiques du XIXe siècle vont évidemment représenter ces façades très caractéristiques, aussi bien à Orléans au centre que dans les autres villes ligériennes, à Blois par exemple, ou à Bourges à droite. Et donc la commission des monuments historiques va à Orléans, entre autres, relever certaines de ces maisons en pan de bois, vous voyez, qui sont représentées de manière tout à fait factice ici, à côté d'élévations en pierre de maisons ou d'hôtels particuliers de la première et de la seconde Renaissance. Et puis, dans certains traités d'architecture de la fin du XIXe ou du début du XXe, ou dans des journaux, comme ici à l'architecture, on voit que l'on va s'intéresser également à certaines de ces maisons en pan de bois orléanaises qui sont là encore en quelque sorte noyées parmi les maisons en pierre de la ville. En ce qui concerne les sources à notre disposition, comme partout ailleurs, nous disposons d'un recueil de données iconographiques, avec un exemple ici, un document réalisé par un architecte voyer au XIXe siècle lors de la destruction de cette maison qui se trouvait à un carrefour à l'angle de 2 rues, qui est aujourd'hui disparu. On dispose également, comme tout travail d'historien, de données textuelles, et à Orléans, on a un corpus donc notamment d'actes notariés, des prix faits, donc des contrats de construction qui permettent de livrer un certain nombre de détails techniques concernant la construction en pan de bois. Je vous en ai un exemple ici de 1429. C'est un contrat qui est passé entre un charpentier et un tanneur, un marchand tanneur, qui se fait reconstruire donc sa maison en pan de bois. Alors, vous voyez quelques détails ici, le nombre de fenêtres, la somme, enfin le prix des travaux et la durée de ces travaux. Mais dans ce cas précis, finalement, on n'a pas beaucoup de détails. On mentionne ici donc les dimensions des planchers, des façades, de l'escalier en vis à réaliser. La principale donnée à notre disposition, c'est évidemment la donnée matérielle, les sources archéologiques encore conservées en élévation. Et c'est dans le cadre d'une politique de ravalement des façades menée depuis les années 2000 que nous intervenons. Voilà ici donc un exemple d'une maison de la fin du XVe siècle, avant et après restauration. Celle-ci avait déjà été, entre guillemets, restaurée dans les années 70. En tout cas, l'enduit avait été retiré pour mettre à nu l'ossature en bois qui avait été traitée à l'époque de manière rustique. Et comme tout archéologue, le propos de la démonstration scientifique, archéologique, s'appuie sur une série de relevés précis. Alors on a tout le corpus des types de relevés dont disposent aussi les architectes, la photogrammétrie, l'orthophotographie, le scanner 3D. Vous avez ici un exemple de travaux d'étudiants de l'ENSEG qui ont relevé la façade de la maison précédemment présentée, donc par orthophotographie. Mais comme ces élévations sont restaurées, elles bénéficient de la présence d'échafaudages qui nous permettent de réaliser ces fameux relevés pierre à pierre ou bois à bois, réalisés de manière manuelle au XXe, qui permettent de décomposer complètement l'élévation, de bien comprendre chaque assemblage. Alors pourquoi on parle d'archéologie du bâti ? On fait de l'archéologie des élévations à partir du moment où on va s'attacher à pouvoir faire des sondages dans les murs, à décomposer strate par strate,
et en numérotant chaque élément, c'est les petits numéros que vous percevez peut-être ici au tableau, ces éléments constructifs de manière à les organiser dans un ordre chronologique permettant de bien mettre en valeur la construction du bâtiment et surtout ses différentes phases de remaniement au fil des siècles et des époques. C'est en cela qu'on parle d'archéologie du bâti, d'archéologie des élévations. À droite, vous avez évidemment la même élévation avec une proposition de phasage, de mise en phase, où on perçoit les différents états du bâtiment, avec en rose l'état le plus ancien de la fin du XVe. Autre exemple ici sur deux autres façades en pan de bois, fin XVe et début XVIe. Donc il s'agit d'un relevé bois à bois remis au net, mais avec une proposition de mise en phase. Je vais prendre un exemple concret pour appuyer cette méthodologie. Voilà donc une façade du début du milieu du XVIe siècle avant restauration. Donc les maçons procèdent à un premier sondage qui permet de vérifier déjà la nature des matériaux cachés sous les enduits. Intervient donc la phase de relevé que je viens d'évoquer, donc je ne rentre pas dans le détail. On va s'intéresser à la traçologie, mais aussi à la présence de marques d'assemblage, laissées par d'anciens éléments retirés, donc les mortaises orphelines, que vous voyez ici en sous-face d'une sablière, par exemple. Je ne reviens pas non plus sur les traces d'outils comme les scies, les traces de sciage ou de scie de long représentées ici à droite, qui sont révélateurs de certaines périodes en fait, de construction. À Orléans, par exemple, l'usage de la scie est introduite à la fin du XVe siècle. On va s'intéresser aux marques d'assemblage, les marques de charpentier, que vous voyez ici, donc sous la forme de bâtonnets. On a une numérotation cohérente en chiffres romains. D'autres types de marques laissées par les artisans, les charpentiers, comme ces marques de toisage ou de transport, qui sont quant à elles très tardives, fin 18e, 19e siècle. On s'intéresse également à l'épiderme du bois, les traitements chromatiques, et vous voyez peut-être sur la sablière ici de l'exemple un cadre noir avec un chiffre noir sur fond jaune, qui correspond à la première numérotation de rue introduite dans la première moitié du 19e siècle. La couleur de fond, en l'occurrence ici l'ocre, correspond au quartier, un quartier de Bourgogne où se trouve cette maison. Et puis la restitution de l'état initial et des différentes transformations du bâtiment, donc avec à gauche l'état du milieu du XVIe siècle. Vous voyez que la façade était entièrement ajourée, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, avec une croisée centrale, des demi-croisées et puis un petit jour qui améliorait l'éclairement du logement. C'est à la fin du XVIe ou au XVIIe siècle que les demi-croisées sont condamnées. Et puis, probablement au XVIIIe siècle, qu'on va condamner, fermer les jours, de manière à ne conserver qu'une seule grande fenêtre. Des derniers tiers du XVIIIe siècle, on change les menuiseries, on adapte évidemment les formats de menuiserie à la française, en supprimant meneaux traverses, et un changement esthétique important, on voit que la couleur de la façade change. Extrême fin 18e, début 19e, on peint l'ossature en bois en blanc avant que celle-ci ne soit complètement cachée sous un enduit. Donc vous voyez comment ces restitutions précises permettent d'éclairer les choix de restauration menés par l'architecte des bâtiments de France. On est dans un cadre ici où le bâti n'est pas protégé, il n'y a pas d'inscription, pas de classement, on est simplement dans une ZPPUP. Alors, ces études s'appuient aussi sur des analyses dendrochronologiques qui sont financées, là encore, par la ville d'Orléans. À l'échelle régionale, vous voyez l'importance donc, des datations. On est proche de 70 bâtiments en pan de bois, mais une centaine en tout, si on prend en compte les bâtiments briques et pierre d'Orléans. Donc, ce qui fait qu'Orléans est évidemment la première ville de la région au centre de la France datée, avec loin derrière Bourges qui possède une trentaine de datations. Et puis, ce qui fait aussi qu'Orléans est la première ville en France comportant des maisons en pan de bois aussi bien datées. Donc une typologie, une chronotypologie bien assise grâce à ces datations dendrochronologiques. Au passage, vous voyez que les pans de bois ruraux ne composent que 5% des analyses dendrochronologiques de la région. Donc on a un fossé énorme et c'est là que résident peut-être les études à venir, les pans de bois dits ruraux, que ce soit dans les bourgs
de villages ou les corps de ferme, avec un exemple ici qui a été daté dans le Loiret de la fin du XVe siècle et qui est malheureusement en état de destruction important. Ce pan de bois rural est évidemment encore plus fragile que le pan de bois urbain. Ici, un exemple tourangeau d'une grange relevée dans les années, inventoriée plutôt par Bernard Toulier dans les années 70 et qui est aujourd'hui complètement disparue. En termes de chronologie, justement, si l'on compare avec les autres villes européennes, par exemple la Suisse, l'Angleterre ou l'Allemagne, on constate un fossé assez important. 3 exemples ici de maisons allemandes, datées par dendrochronologie, du XIIIe siècle à gauche ou du XIVe à droite. À droite, il s'agit d'une maison qui a été reconstruite dans un musée de plein air et qui date du XIVe siècle. Cette maison se trouve donc dans la ville de Bad Wiedensheim, une petite ville où plus de 200 bâtiments en pan de bois ont pu être datés par dendrochronologie. Vous voyez qu'on est bien loin des 70 bâtiments orléanais. Et vous avez donc notamment ici de plusieurs exemples de pans de bois assez anciens, conservés en élévation, puisqu'ils remontent au XIIIe siècle. Alors en France, qu'en est-il? On a bien des traces de bâtis en pan de bois 12e, 13e, mais qui bien souvent ne subsistent qu'à l'état de négatif. Ils ont disparu et vous savez bien qu'on ne connaît que les traces d'ancrage des poutres. On en a évoqué ce matin à propos de galeries de châteaux, par exemple. Ici, cette maison en pierre, hôtel Les Monnaies à Villemane-l'Argentière, était surmontée d'un second étage entièrement en pan de bois qui a disparu. Les exemples les plus anciens, jusqu'à maintenant, ont été connus dans le sud-ouest de la France, notamment à Cahors, avec ces 2 maisons datées du dernier tiers du XIIIe siècle. Ailleurs, notamment dans le nord de la France, on connaît quelques exemples du XIVe siècle en Alsace, et puis en Normandie, à Rohan, ce logis d'abbaye de Saint-Amand, qui a été daté des années 1270. Si je reviens maintenant à la région Centre-Val-de-Loire, jusqu'à il y a peu de temps, les exemples les plus anciens connus étaient ceux-ci. Donc à gauche, une maison de Chartres, d'une maison de chanoine qui se trouve immédiatement au sud de la cathédrale et qui avait retenu l'attention de Viollet-le-Duc. Vous voyez qu'il avait représenté ici cette élévation très particulière avec ses ouvertures trilobées qui sont aujourd'hui malheureusement complètement masquées sous un enduit. Alors on devine quand même les vestiges d'une de ces baies trilobées, et elle a fait l'objet d'une étude, d'une datation qui confirme donc une construction en 1316-1318. À Orléans, on a également une maison de l'extrême fin du XIVe siècle que vous voyez ici à droite. En 2015, une étude archéologique de sauvetage urgent a été menée à Orléans suite à la redécouverte plutôt d'un bâtiment assez exceptionnel construit sur une cave du XIIIe siècle qui possédait un plafond du XIIIe siècle avec, vous voyez ici, des éléments qui peuvent faire penser à ce qu'on a vu ce matin à Metz, donc des planches qui ont été débitées de manière radiale ici et qui présentent les vestiges d'un décor peint de damier noir et blanc avec des fleurs de lys dorées à l'intérieur. Donc tout ça a été daté par dendrochronologie de 1257. Et puis dans le comble, nous avons également les vestiges de parois en pan de bois qui ont été doublés au XVIIIe siècle, ce qui a permis leur conservation. Donc on avait bel et bien affaire à un bâtiment en pan de bois, et on a intervenu en fouille archéologique urgente, puisque les nouveaux propriétaires de la maison étaient en train de détruire ce pan de bois, donc pan de bois qui n'était pas connu, pas inventorié. Vous voyez l'état avant et après destruction. L'autre façade en pan de bois, donc avant travaux, puis en cours de remontage au service archéologique, ce qui a permis quand même de faire une étude et de préserver la moitié de ces élévations, puisqu'il s'agit ici du plus ancien exemple de pan de bois conservé en élévation en France. Alors voilà l'étude ici de cette façade en pan de bois, somme toute assez simple. Il s'agit de vestiges qui peuvent paraître assez ténus, mais qui sont fort révélateurs en termes de technique de construction. Vous voyez notamment ces grands guettes ici, de part et d'autre du poteau central, qui reçoit la charpente du bâtiment sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et la coupe transversale du bâtiment, avec les niveaux de cave que j'évoquais, et le plafond situé ici au rez-de-chaussée. Donc les parois en pan de bois conservées se trouvaient dans le comble. Alors, lorsqu'on s'intéresse au pan de bois, il faut bien noter qu'en fait, on le distingue de la maçonnerie pour des questions de pratique, mais en fait, on a toujours affaire à des constructions mixtes, et il faut bien connaître la répartition entre maçonnerie et bois, et la plupart de ces bâtiments sont élevés à l'aplomb, évidemment, de soubassements maçonnés, qu'il s'agisse de solins, de murs bahus,
Là, on a des murs bahus, ou d'un rez-de-chaussée entièrement construit, ici à Châteauneuf, en pierre de taille. À l'inverse, dans cet exemple de Châtillon-Coligny, vous voyez que l'étage de la maison est en pierre et le pan de bois ne va être réservé que pour le surcroît du comble. Dans certains cas, on va préférer une façade en pan de bois, des murs latéraux ou secondaires en pierre, ou l'inverse, ici à Chinon, façade en tuffeau, élévation latérale sur cour en pan de bois. Dans certains types d'édifices, notamment les châteaux, les petits manoirs, les maisons fortes, on va utiliser le pan de bois pour constituer ces structures légères qui viennent coiffer les tours d'escalier, qui sont les chambres hautes. Vous avez l'exemple ici de Beaugency du milieu du XVe siècle. Autre exemple ici de bâtiment, un hôtel particulier entièrement en pierre, où le pan de bois n'est réservé qu'aux façades secondaires donnant sur la cour ou aux éléments de desserte et de circulation. Un autre exemple à droite avec un bâtiment du XVIe siècle en briques. Et je terminerai avec ces exemples de répartition avec le château de Gien à gauche qui présente une curiosité, donc une tourelle d'escalier en briques dont la chambre haute a une ossature en pan de bois entièrement masquée en fait à l'extérieur par un parement de briques. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans une maison de ville au pied du château qui date du début du XVIe siècle, donc une ossature en pan de bois, mais qui est dès l'origine entièrement masquée sous un parement de briques. Alors dans certains cas, la maçonnerie est réservée aux éléments de chauffage, et c'est bien évident. Ici, dans cet exemple de Courmemin en Sologne, vous voyez que la maçonnerie est utilisée pour porter le foyer et le conduit de la cheminée centrale. À Orléans, malgré la présence de bois courant, on a des forêts immédiatement au nord et au sud de la ville, on va avoir une part très importante de maçonnerie dans la construction. Dans cet exemple-ci, vous avez le plan du rez-de-chaussée de l'étage, vous voyez que la maison en pan de bois va s'adosser sur le mur de l'enceinte urbaine gallo-romaine de manière à faire l'économie d'une élévation. Autre exemple ici de réutilisation, de remploi d'une maçonnerie plus ancienne, antérieure, avec ce pan de bois qui s'appuie sur un rez-de-chaussée du XIIIe siècle, en pierre, par opportunisme. Dans cet exemple-ci, les deux des murs du bâtiment sont en pierre, les deux autres sont en pan de bois. Il s'agit d'un cas particulier de construction sérielle. On a affaire à un lotissement. On en a un certain nombre dans la région, dans le centre de la France, où on va lotir comme ça une sorte de HLM, en fait, en quelque sorte. Le terme est évidemment anachronique. Mais on voit bien que les murs séparateurs, en quelque sorte, sont des cloisons et sont entièrement constitués de pans de bois. En revanche, dans 95% des cas à Orléans, les murs mitoyens, les murs sont des murs pignons en pierre, vous voyez ici, pour des raisons évidentes de lutte contre les incendies. Donc on va utiliser l'expression qu'avait créée Raymond Kennedy lors de son étude sur les pans de bois de Rouen dans les années 1920, de façade écran. Façade écran, puisqu'en fait le pan de bois n'est réservé qu'à l'élévation antérieure, l'élévation sur rue, tandis que les murs latéraux sont en pierre. Et l'opposé de la maison à façade écran, c'est la maison dite cage, la maison cage où les 4 murs sont entièrement en bois. Alors je vous le disais, à Orléans, la ressource en bois est facile d'accès. Voilà ici un bas-relief représentant 2 bûcherons en train d'abattre un chêne en forêt d'Orléans. Il s'agit d'un décor du XVIe siècle. Et je vous montre donc la carte du couvert forestier actuel au nord de la ville, avec des mentions de lieux de coupe pour le XVe et le XVIe siècle. Et puis on avait un approvisionnement également par la Loire en amont, qui est attesté par la dendrochronologie, puisque Orléans était une place commerciale très importante sur la boucle septentrionale du fleuve. Donc on a un marché, un commerce du bois également, qui permet de s'approvisionner en bois d'œuvre. Vous voyez cette vue ici du XVIIe siècle sur les grèves de la Loire, les chantiers, les empilements de bois destinés à la construction. Quelques éléments, quelques témoins archéologiques attestent de ce transport du bois. Vous voyez ici sur les arêtes de ces solives, de ces poteaux, de ces pannes, des trous obliques, perforation réalisée à la tarière, perforation à 45 degrés, qui font environ 3 cm de diamètre, qui sont bien connus, par exemple en Alsace ou en Lorraine, qui permettaient de faire passer les petits goujons, les petits liens permettant d'attacher les pièces de bois les unes avec les autres de manière à créer un train de bois, c'est-à-dire un radeau pour le flottage du bois qui a été acheminé jusqu'à Orléans. Et vous avez ici une planche du XVIIIe siècle de Duhamel du Monceau, donc qui était en orléanais à cette époque-là, et qui représente exactement donc, ce type de petite perforation oblique que vous voyez notamment ici en haut à gauche.
Alors ce type de transport par flottage, ces perforations obliques, jusqu'à maintenant on les avait surtout sur des bois d'époque moderne, 15e, 16e, 18e, mais dans l'exemple 13e siècle que je vous ai fait voir tout à l'heure, on a retrouvé exactement la même chose, donc c'est un mode de transport qui maintenant est bien attesté dès le cœur du Moyen-Âge. Alors je vous parlais tout à l'heure de la volonté de lutter contre les incendies. Vous voyez ici le mur pignon par feu. On a donc un mur par feu dont la tête va s'élancer vers le haut de manière à dépasser le niveau des toitures et à supporter évidemment la souche de cheminée et à servir donc de pare-feu en cas d'incendie de la toiture. Alors il s'agit évidemment de ces murs sur lesquels on va appuyer les cheminées. Et puis à droite, c'est le plan de la cave. La plupart de ces maisons, je ne l'ai pas dit, mais s'appuient sur des bâtiments médiévaux préexistants, dont les caves sont construits aussi en maçonnerie. Autre exemple ici de mur pignon mitoyen par feu, avec le vestige du pied droit d'une cheminée conservée de la fin du XVe siècle. En ce qui concerne maintenant les élévations de ces maisons, il y a très peu de maisons à pignon sur rue à Orléans. Vous en avez un exemple célèbre, c'est la maison où Jeanne d'Arc aurait logé lors de son passage, mais c'est assez bien attesté. Donc c'est la maison en fait de Jacques Boucher, qui était trésorier du duc d'Orléans au XVe siècle. Vous voyez, une grande maison à pignon sur rue, probablement de la première moitié du XVe siècle. Elle a entièrement brûlé en 40, donc on ne la connaît plus. Il y en a très peu en fait, et ça à la différence d'autres centres urbains du centre de la France, je pense par exemple à Tours ou à Bourges, dont vous avez un exemple ici, où les maisons à pignon sur rue sont légion. Dès le XVe siècle et également au XVIe, autre exemple ici d'un front de rue de maisons berrurières, où vous voyez ces pignons donnant sur la rue. Voilà ce qu'on trouve à Orléans, donc des maisons dites rive sur rue, dont le goutreau va longer la chaussée, la voirie. Oui, donc ce sont des exemples de la fin du XVe ou du XVIe siècle. Pour pallier cette absence de pignons sur rue, on va recourir à l'introduction de lucarnes monumentales que l'on appelle des lucarnes pignons. Il ne s'agit pas d'un véritable pignon, mais bel et bien d'une simple lucarne, selon un schéma qu'on va retrouver ponctuellement dans d'autres villes. Je pense notamment à Angers. Alors, vous voyez ces exemples de maisons, de bâtiments qui ont disparu. Et puis, ces lucarnes pignons, il y en a plus que 2 exemplaires à Orléans, ont souvent disparu. Et on retrouve leurs traces lors de l'étude archéologique, sous la forme évidemment d'assemblages, de mortaises. Je vous les ai indiqués ici en rouge. Et voilà la restitution que l'on peut faire de ces élévations. À Orléans également, autre spécificité, il y a très peu de maisons à encorbellement, à surplomb, qui fait un peu l'image d'Épinal de la maison médiévale en pan de bois. On en compte simplement une douzaine d'exemples, la plupart détruits, surtout connus par l'iconographie, tels ces 2 exemples ici au tableau. Et là encore, c'est une spécificité qui diffère des autres centres urbains proches, puisque par exemple à Bourges, dès le XVe siècle, on va retrouver des encorbellements sur solives débordantes, ou ici, exemple à Gien, proche d'Orléans. Ces exemples d'encorbellement sur solives débordantes sont parmi les plus anciens datés dans le centre et le nord-ouest de la France. Je vous montre ici des exemples bien étudiés et datés par dendrochronologie à Angers, à l'extrême fin du XIVe, de manière tout à fait contemporaine à Guérande, donc en 1399, et puis première moitié du XVe siècle à Laval. Donc, on a donc ces encorbellements simples sur solives débordantes. Donc, les éléments du plancher forment un débord, un porte-à-faux pour supporter le surplomb. Autre exemple ici à Chartres, où on va utiliser des renforts, donc de simples aisseliers pour renforcer l'encorbellement. Parfois, et là aussi c'est une caractéristique des villes ligériennes, on utilise des poteaux dites à tête élargie, dont la tête peut être découpée en forme de marche d'escalier, permettant un encastrement solide des sablières et parfois des entretoises. Enfin, on va utiliser des corbeaux en pierre de taille, pour renforcer l'encorbellement. Alors Orléans, excusez-moi, voilà un petit tableau récapitulatif qui avait été réalisé par Dominique Letellier de l'évolution des encorbellements grâce à des éléments récemment datés durant ces 15-20 dernières années. Donc on voit l'encorbellement sur solives débordantes qui est le type le plus ancien, connu notamment à Orléans et dans les exemples que je vous ai montrés, qui va être progressivement remplacé par les encorbellements avec entretoises, notamment en Normandie ou dans l'ouest de la France. Et puis l'utilisation donc, des poteaux à tête élargie que j'ai évoqués, qui apparaissent dans la deuxième moitié du XVe et la première moitié du XVIe siècle. Pour autant, je l'ai dit tout à l'heure, à Orléans, on connaissait quelques exemples de maisons en pan de bois en encorbellement sur solives, et c'est le cas de la maison du XIVe siècle, ici située à l'angle de la rue de la Poterne et de la rue de la Charpenterie. Alors aujourd'hui, vous voyez que la façade est à l'aplomb,
L'encorbellement a disparu, mais certains indices archéologiques permettent de le restituer. Et c'est le cas notamment du plafond du rez-de-chaussée, qui dispose encore d'une demi-enrayure d'angle. Vous voyez ici le collier, donc la pièce d'angle. Et ce type, évidemment, de plancher ne se comprend que si on avait un encorbellement sur les deux façades. Et effectivement, d'autres indices archéologiques, lors de l'étude, prouvent l'existence ancienne de cet encorbellement, des mortaises orphelines, des traces de reprise, le doublement de la sablière de toiture. Et voilà la restitution que l'on peut faire de ce petit encorbellement qui ne faisait pas plus de 50 cm de débord, donc sur les deux façades du bâtiment du XIVe siècle. Voilà une vue 3D de ce même bâtiment. Alors, en gris, les pièces disparues, mais qui sont attestées d'un point de vue archéologique, et en bas, ce qui est plus aléatoire pour le rez-de-chaussée. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a pu dater le recul de ces deux façades en prélevant le poteau cornier et en le datant. On sait que ce recul des deux façades est assez précoce finalement dans l'histoire, puisqu'il intervient en pleine Renaissance, dans les années 1560, qui montre déjà à cette époque une politique urbanistique assez forte de la part peut-être de la municipalité. En tout cas, on sait qu'on a dans les archives une série d'édits municipaux qui visent à interdire les encorbellements, pas souvent appliqué, mais à Orléans, dans les années 1560, il semble que cela ait été suivi des faits, puisqu'un second exemple a été étudié sur cette maison ici du XVe siècle. Je vous ai mis un petit schéma ici qui montre le recul de la façade, qui a été également daté par dendrochronologie des années 1560-1570. Alors si on regarde ces quelques relevés archéologiques ici de maisons des années 1500, vous voyez une autre spécificité des maisons orléanaises, c'est l'utilisation de doubles sablières. On retrouve le vieux principe de la sablière de plancher surmontée de la sablière de chambrée, qui sont ici à l'aplomb, puisqu'il y a très peu d'encorbellement, ce qui justifie pas forcément au premier abord. Voilà un détail, cette maison ici date de 1504, donc sablière de plancher, sablière de chambrée. Si on regarde d'un peu plus près, on voit que ces deux sablières sont solidarisées par des prisonniers, ce qu'on appelle des fontenons, une cale de bois insérée dans deux mortaises en vis-à-vis, bloquées par deux chevilles. Et puis les solives vont se loger à l'arrière de l'une de ces deux sablières grâce à ce type d'assemblage, bloquées par des chevilles souvent. Voilà les mortaises à embrèvement des logements de ces solives de plancher qui sont à l'arrière des sablières. Et enfin, pour renforcer le tout, à Orléans, on va utiliser ce type de tire-fond métallique qui traversent, vous voyez, ils ont des têtes coniques ou circulaires, ils vont traverser la sablière de plancher ou de chambrée, de manière à venir se loger contre la joue de la solive. Et les schémas montrés ici vous expliquent comment la tige ici du tire-fond est plaquée contre la solive, bloquée par des petits picolets et des clous. Voilà un détail ici. Et c'est évidemment un procédé anti-déversement tout à fait adapté à la ville d'Orléans dans ce contexte de façade à l'aplomb assez précoce dès le XVe siècle. Et on ne va le retrouver qu'à Orléans. Alors parfois, ces tire-fonds sont intimement liés à la charpente de comble. C'est le cas ici dans cet exemple des années 1540. Vous voyez évidemment qu'il a été logé contre une solive filante qui va servir en fait d'entrée à la charpente de comble. On peut s'assurer que ce dispositif est relativement ancien, qui ne date pas d'une campagne de renforcement, notamment grâce à cet exemple ici, daté de 1621. Et on voit bien que la tête du tire-fond a été traitée de manière esthétique, sous la forme d'un bourgeon, qui s'accorde parfaitement au décor classique, Renaissance classique du reste de l'élévation. Alors ce procédé antidéversement original orléanais ne se retrouve pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que dans les autres villes du centre de la France, on va retrouver ces encorbellements avec ces découpes savantes ici en marge d'escalier qui permettent en fait, de créer des dispositifs anti-porte-à-faux, qui évitent en fait, le déversement de la façade vers l'extérieur, donc qui ne se justifient pas. Alors on va prendre un autre exemple, la ville de Blois, qui se trouve pas très loin d'Orléans, où là, on va retrouver également un contexte de façade à l'aplomb, sans encorbellement, mais un dispositif là aussi original, mais complètement différent, où on va utiliser des pierres anti-déversement, ce que j'ai appelé des pierres anti-déversement ou des pierres de retenue, qui sont encastrées dans les murs pignons latéraux et qui débordent sur le côté de manière à retenir les poteaux. Et c'est quelque chose, là aussi, c'est intéressant pour la diffusion, en fait, l'étude de la diffusion des procédés techniques, qui ne va pas se retrouver en dehors de Blois, à l'exception, de manière assez étrange, de la ville de Poitiers, qui est pourtant assez éloignée de ce centre urbain. Donc à ma connaissance, il n'y a pas d'autres exemples dans les villes du nord de la France.
À Orléans, la plupart des charpentes de combles sont à panne, à ferme et panne. On n'a pas de charpente à chevron formant ferme, selon le type habituellement admis de charpente médiévale, mais on sait maintenant que tout est à relativiser, puisque les charpentes à panne sont également très anciennes. Celle-ci a été reprise au XVIIIe siècle en sous-œuvre avec la construction d'un comble à la mansarde. Alors ces charpentes à panne sont souvent dotées de sous-faîtage. Voilà quelques exemples ici de charpentes de maisons en pan de bois datées du XVIe siècle. Charpente à panne, je le répète, avec un système assez ingénieux d'entrée retroussée moisée. Donc c'est quelque chose qui perdure jusqu'au XIXe siècle, mais là on a des exemples qui sont bien datés de la construction de ces bâtiments. L'exemple le plus ancien date de 1421, donc première moitié XVe siècle à Orléans. Donc c'est quelque chose qui auparavant paraissait très tardif, et maintenant on sait que ça apparaît dès le Moyen-Âge. Et puis je reviens à l'exemple de la maison XIIIe siècle évoquée tout à l'heure, de 1257. Eh bien, dès cette époque-là, on a une charpente à panne. Vous voyez, ce procédé, je vous ai montré tout à l'heure les pans de bois latéraux, ici et ici, cette charpente à arbalétrier croisé en tête, c'est quelque chose d'assez unique aussi. Les études réalisées ces dernières années en région Centre-Val de Loire montrent qu'en architecture civile, on a des exemples précoces de bâtiments à charpente à panne, alors qu'on peine encore à les détecter dans les combles d'églises, par exemple, en région Centre-Val-de-Loire. Je continue maintenant sur les ossatures secondaires. Vous voyez, une autre caractéristique d'Orléans, c'est l'utilisation de ces croix de Saint-André, donc des panneaux de croix de Saint-André qui sont répartis sur 2 registres séparés par de petites entretoises horizontales. On en a un très grand nombre. Alors la croix de Saint-André, là encore, c'est quelque chose maintenant qu'on peut dater comme étant un élément médiéval assez ancien, puisque ailleurs dans la région, ça a pu être étudié, notamment, je pense à cette maison dans le Berry d'Issoudun, de la première moitié du XVe siècle. On va retrouver de grandes croix de Saint-André, et puis à droite, une étude archéologique du bâti menée sur une maison d'Orléans, où on avait ces grandes croix de Saint-André qui embrassaient toute la hauteur du niveau, et qui datent de 1444-1445. Et l'étude en série des pans de bois d'Orléans montre qu'on a une évolution intéressante. Donc dans les exemples les plus anciens, médiévaux, du XIVe, de la première moitié du XVe, on avait tendance à avoir ces grandes croix de Saint-André très larges et très hautes qui vont se miniaturiser jusqu'à la fin du XVIe siècle. C'est la courbe qui vous est représentée ici, de manière à ne faire plus de 31 cm de largeur. Et pour illustrer cela, je vous montre ces 2 photographies. À gauche, une maison première moitié 15e avec ses grandes croix. À droite, on est à la fin du 16e. Et vous voyez comment les bois se sont raccourcis. Et en même temps, évidemment, on a une multiplication des croix de Saint-André sur l'élévation. Deuxième type d'ossature secondaire, le pan de bois dit à grille, lorsqu'on a simplement une série de poteaux insérés entre les sablières et donc des éléments de contreventement obliques. Alors on en a un grand nombre du XVIe siècle à Orléans, je vous montre des exemples très rapides. Les textes d'archives que j'ai évoqués en introduction mentionnent ce type de pan de bois comme étant un pan de bois autant plein que vide, puisque la largeur des pièces de bois est égale à la largeur du ourdi. C'est un texte ici de la fin du XVe siècle. Et quelques exemples datent du XVe. Voilà, ici une maison rue de la Charpenterie, 2 maisons rue de la Charpenterie qui montrent côté cour des élévations en pan de bois à grille avec des décharges ou des éperons. On ne trouve pas à Orléans ce type d'ossature dite en fougère, en éperon, assez caractéristique de la région parisienne ou de la Normandie par exemple. Ici il s'agit d'un exemple en Eure-et-Loire, à Châteaudun. On va retrouver quelques exemples de façades à losange. Alors ça, c'est très caractéristique du Val-de-Loire. C'est souvent considéré comme le summum du pan de bois ligérien. C'est associé à un décor très abondant. Évidemment, ça demande un temps de réalisation très long, très coûteux, un très grand nombre d'assemblages. D'ailleurs, à ce sujet, on a aussi bien des assemblages à mi-bois qu'à tenon-mortaise, qui peut paraître étonnant pour ce type d'ossature. Voilà les exemples orléanais qui sont plutôt tardifs, dernier tiers du XVIe siècle. Quelques mots rapides sur le ourdi. Le type le plus courant, c'est le torchis en milieu rural, en Val-de-Loire. Les 2 seuls exemples de torchis en pan de bois urbain connus à Orléans correspondent évidemment aux 2 pans de bois les plus anciens. Celui du XIVe siècle, ici, vous avez les traces d'encastrement des éclisses pour le torchis en jaune. Et l'exemple du XIIIe siècle, où vous avez ces petites chevilles de bois, ces grosses chevilles de bois, pardon, qui servait à tenir le torchis, un procédé qui n'est pas connu ailleurs à ma connaissance. Voilà, donc on a un seul exemple à Orléans de remplissage de ourdi menuisé. Il a disparu aujourd'hui, mais vous voyez, c'était sur la lèche d'une fenêtre, donc ces petits panneaux
avec ses arcatures flamboyantes ici, et à la différence d'autres régions de France, je pense notamment à Dinan ou à Saint-Malo, où on a ces façades dites vitrines, où le ourdi est constitué de planches de bois. Pas Orléans, de ourdi de tuffeau, l'apanage de quelques villes de Touraine, je pense notamment à Tours ou à Beaulieu-les-Loches, vous voyez ces remplissages de blocs de tuffeau, avec un exemple célèbre à Angers, où le tuffeau est sculpté sous la forme de motifs de bas-relief. Enfin, la terre cuite à Orléans, l'argile est très, très abondante, aussi bien au nord, en forêt d'Orléans, qu'au sud, en Sologne. Vous avez en rouge toutes les attestations de tuileries-briqueterie connues au XVe et au XVIe siècle, et on a donc un approvisionnement très important en terre cuite architecturale sous la forme de briquettes ou de chantignols, c'est-à-dire de demi-briques, pour le ourdi de ces maisons en pan de bois dès le XVe et le XVIe siècle. Alors, je vous en montre quelques exemples rapidement. Donc les relevés et les restaurations qui suivent les études archéologiques. Voilà, ça permet évidemment de créer des jeux de décors, disposition sur champ, en épi de ces briques, qui peuvent être taillées, vous voyez ici. Alors un exemple ici sur un hôtel particulier de la première moitié du XVIe, avant restauration, en cours de restauration et d'études archéologiques. Voilà les motifs de chevrons de ces briquettes, le relevé. Et puis l'état après restauration. Au passage, vous notez que ces deux élévations sont parfaitement contemporaines. Une façade en tuffeau, façade principale en tuffeau et façade latérale en pan de bois à ourdi apparent en briquettes, avec donc, un jeu sur les matériaux très important. Quelques exemples ont conservé leurs joints de mortier saillants, rubanés, ici. Et je terminerai sur le ourdi à propos de cet exemple rue du Vaudour, avant restauration, après restauration, où on a la particularité d'avoir des petites incisions sous la forme de motifs géométriques, des chevrons, des zigzags, des demi-cercles, des cœurs, qui sont entaillés à même les briques et qui étaient remplis donc, de mortier de chaux de manière à créer des faux joints. Donc un décor qui venait donc compartimenter l'ensemble du ourdi sur toute la façade, qu'on retrouve sur une autre maison à Orléans. Vous voyez peut-être ici à droite ces motifs géométriques. Voilà, avant et après restauration. C'est évidemment un goût esthétique qu'on va retrouver ailleurs en France. Ici, c'est un exemple de tour, place Plumereau, relevé par Albert Laprade dans les années 40. Vous voyez ces motifs géométriques de ourdi. Exemple bourguignon ici à Joigny, avec ces motifs géométriques sous la forme de terre cuite vernissée. Et puis en Normandie, notamment à Orbec, on a ces jeux de polychromie qui sont créés ici par des différences de matériaux. Donc contraste entre le rouge de la brique, le blanc du calcaire, le noir du silex. Et un dernier exemple normand avec cette belle maison de Caen tout à fait unique, dont les motifs géométriques, on a aussi une profusion une compartimentation ici de la surface du ourdi, avec ces décors de cabochon au plâtre, d'une maison qui a été récemment restaurée à Caen, qui est classée au titre des monuments historiques. Le décor sculpté, je ne vais pas m'y arrêter. Alors, évidemment, c'est ce qui est bien connu sur ces maisons en pan de bois. Le poteau à tête élargie va être le support idéal pour les sculptures en pied, sculptures représentant des motifs religieux souvent, ou parfois profanes. Il y a des exemples célèbres sur les poteaux corniers, tel à Tours, tel à Angers avec la maison dite d'Adam, ou la maison des Trois Flûtes à Bourges, à gauche. Et puis parfois, le programme iconographique se développe sur l'ensemble de la façade. C'est le cas notamment de la maison des Acrobates à Blois ou de la maison dite de la Reine Blanche à Bourges. Donc des programmes iconographiques ont été étudiés notamment par Florence Journeau. À Orléans, il n'en est rien. Le décor est plus sobre, déjà parce qu'il n'y a pas d'encorbellement. Alors, il a été détruit à 80% des cas et il subsiste sous la forme de négatifs, de traces, puisqu'il a été bûché. Et vous voyez peut-être ici ces relevés qui représentent des pinacles qui parfois miraculeusement ont été sauvegardés dans des façades sur cour. Il s'agit de simples pinacles gothiques accrochés qui reposaient sur des bases, des culots, qui peuvent être parfois figurés, et puis qui étaient reliés par des accolades sur les linteaux, les traverses des croisées ou les sablières. Voilà des exemples de ces bases conservées, disparues, bûchées. Les motifs de la première Renaissance sont assez peu nombreux dans le pan de bois orléanais, bien qu'on les retrouve dans les autres villes ligériennes. Je vous montre ici juste cet exemple de médaillon, personnage de profil, qu'on copie
où on imite ce qu'on va retrouver dans l'architecture en pierre ou en terre cuite. Un exemple célèbre ici à Galardon qui a été daté de la première moitié du XVIe siècle avec une profusion de décors sur l'ensemble des éléments de la façade. Le décor Renaissance s'observe par exemple ici sous la forme de ces pilastres à fûts losangés à Blois, dans des maisons qui ont disparu. Une maison qui subsiste, où là on a l'introduction du décor classique de la seconde Renaissance. Vous voyez, donc ces pilastres corinthisans, ces frises d'oeuvre sur les sablières, qui existaient aussi sur quelques maisons orléanaises de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. C'est quelque chose qu'on va retrouver également à Angers, à la même époque, pour la fin du XVIe siècle, donc, avec parfois des figures d'Atlante ou des cariatides. Je terminerai mon exposé sur le traitement chromatique de ces pans de bois, puisque c'est quelque chose qui a été assez peu abordé jusqu'ici également en France. Alors, il y a quelques restaurations célèbres, je pense à les restaurations en Alsace ou en Lorraine, il y a une thèse sur ce sujet. À gauche, il s'agit d'une restauration menée à Rennes, où on a retrouvé, semble-t-il, des couleurs du XVIIe siècle. À droite, les maisons de Rouen avaient été restaurées dans les années, je crois, 70-80, avec ce type de couleurs, mais on n'est pas certain qu'il s'agisse en fait des traitements chromatiques initiaux. Alors à Orléans, on observe parfois des traces de pigments rouge foncé conservés par endroits, notamment sur cette belle lucarne ici des années 1500. Et si on regarde de près, on voit que le pigment rouge foncé, à certains endroits, recouvrait également le ourdi de briques ou même le mortier de chaux des joints. Alors, quelques exemples nous permettent de poser des jalons chronologiques. Ici, cette maison datée par dendrochronologie d'entre 1596 et 1621, c'est une fourchette assez large. On voit que le rouge, ici, a posé sur les écailles sculptées d'un engoulant, et a été recouvert, emprisonné donc, par une couche picturale plus récente. Donc là, on a des indices comme ça d'emprisonnement du pigment rouge. Et en somme, on pense que le pigment rouge est introduit à Orléans à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle. Je vous montre rapidement ces exemples. Il y a eu des analyses chromatiques qui ont été réalisées par le Centre Ernest Bablon qui permet de connaître l'origine de ces pigments rouges ou jaunes. Et on connaît l'existence, d'après les archives de carrières en amont, soit en Puisaye, à Saint-Amand-en-Puisaye, soit dans le Berry, à Saint-Georges-sur-l'Après, probable lieu donc d'approvisionnement de ces ocres. C'est à la fin du XVIIIe siècle que le pigment rouge est recouvert d'un pigment jaune. On a un grand nombre d'exemples à Orléans, on les suit très bien, où voilà ces transformations qui correspondent évidemment à une évolution de la mode. Autre exemple du XVIIIe. Et puis, à la même époque, fin XVIIIe siècle, on voit l'introduction d'une nouvelle palette chromatique sous la forme de teintes intermédiaires orangées, saumon, dont voilà un exemple ici après restauration. Voilà des détails de ces pigments orangés, ici, alors, qui recouvrent parfois aussi la brique. Une maison ici de 1770 qui possédait donc des traces de débord ici. Donc on a un ourdi de plâtre, et puis le débord du pigment orangé avec la restauration à droite. L'état restitué. Avant, après restauration. Autre exemple de la même époque, 18e. Et puis c'est, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 18e, début 19e, que l'on va peindre. On va avoir tendance à effacer la présence du bois pour imiter la pierre, donc en peignant les ossatures et l'ourdi de gris foncé et puis de blanc. Donc je passe rapidement sur ces exemples. Pour résumer ici l'évolution des modes chromatiques, alors ça c'est un tableau qui ne vaut que pour Orléans, puisque c'est peut-être différent dans d'autres villes même voisines. Et je terminerai donc sur ces exemples tardifs de traitement chromatique après restauration, ici, de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Vous voyez qu'on va avoir tendance à effacer le bois, la présence du bois. L'étape ultime, évidemment, ça va être le recouvrement total de la façade sous un enduit au plâtre, qui sera remplacé par un enduit au ciment au XIXe siècle. Et voilà des exemples de pans de bois du XIXe ici. Vous voyez, on a une ossature à gris très resserrée, où dès l'origine, dès la construction, on va faire ressortir seulement les pièces principales du pan de bois. Je vous remercie de votre attention.